Il est 10 heures sur Radio JM. La grande matinale, ça commence maintenant. Bonjour à tous, il est 10 heures passées de 4 minutes et vous êtes sur Radio JM pour 2 heures de direct. Bienvenue dans la grande matinale de Radio JM. Je suis ravie de vous retrouver tous les lundis de 10h à midi sur le 90.5 en direct depuis nos studios et bien sûr sur nos réseaux sociaux avec un beau programme. Tout de suite le jingle avec notre belle Noah à la technique. Qu'est-ce qui vous attend ce matin? C'est le programme de la grande matinale Radio JM. J'aurai le plaisir ce matin de recevoir de prestigieux invités. Comme chaque lundi, Isidore Aragonès, ancien président du CRIF, viendra nous parler de la venue d'Arthur pour son livre « J'ai perdu un bédouin dans Paris » le mardi 2 décembre prochain. Dans le volet communautaire, nous recevrons Sacha Hendricks, président de la communauté Aniveata, créée au lendemain du 7 octobre, mais aussi Valérie Valency, professeur à Yavne et responsable de l'émission Kol Yavne, l'émission des jeunes étudiants de l'école juive. Nous évoquerons également les rencontres autour du cinéma israélien organisées par Daniel Krief qui viendra nous évoquer la programmation de cette année. Notre invité politique sera Laurent Simon, maire de Plan-de-Cuc. Il sera face à Elsa Charbit à partir de 11h. Vous sera présentée l'actualité communautaire de la semaine avec Noah, la chronique littéraire d'Elsa et bien sûr la chronique culinaire de Sacha qui viendra étoffer cette belle matinale ensemble. La grande matinale de Radio JM, c'est tout de suite jusqu'à midi. Vous écoutez la grande matinale Radio JM en direct tous les lundis sur le 90.5. Et nous démarrons cette matinale en recevant Isidore Aragonès. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio JM. Alors Isidore, vous êtes ancien président du CRIF et surtout l'une des personnes qui a permis de faire venir l'animateur star Arthur Essebag à Marseille pour présenter son livre « J'ai perdu un bédouin dans Paris », un livre coup de poing que j'ai eu le plaisir de lire récemment. Arthur sera à Marseille le mardi 2 décembre, initialement prévu le 24 novembre. La date a été reportée, donc chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez des places, vous avez dû recevoir le changement de date. Pourquoi est-ce important, Isidore Aragonès, de faire venir Arthur? Il était déjà l'invité d'honneur du dîner du CRIF, il y a pas si longtemps. Il y a une demande forte à Marseille pour cette figure populaire. Vous savez, depuis le 7 octobre, le peuple juif tremble. Le peuple juif est inquiet et le peuple juif ne trouve pas de solution. Et pendant ce temps-là, Arthur se bat. Il ne se pose pas de questions. Il se bat, quitte à sacrifier beaucoup de ses amis, quitte à mettre en difficulté sa famille, parce qu'il se bat avec son cœur. Et ceux qui connaissent Arthur, l'animateur, il a complètement changé. D'ailleurs, il l'indique dans son livre. Le 7 octobre a été un véritable bouleversement pour moi, une remise en cause totale. Et ce combat qu'il mène, eh bien, on a envie de le suivre. Et se dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir être en présence de Arthur pour évoquer ses idées, pour parler avec lui, c'est quand même quelque chose d'important et quelque chose, je crois, personnellement d'enrichissant. On rappelle qu'Arthur, comme vous l'avez dit, depuis 2 ans, est traqué sous haute protection pour lui et sa famille, que chaque post qu'il met sur les réseaux sociaux est une menace de mort pour lui et pour ses proches. Comment en est-on arrivé là, Isidore Aragonès? Il y a en fait un véritable changement de valeur, complètement. La victime devient le bourreau, et le bourreau a banalisé son acte. Quand je parle du bourreau, je parle bien sûr du Hamas. Quelque chose de banalisé. Aujourd'hui encore, on évoque un anniversaire important du mois de septembre, les attentats au Bataclan. Quelqu'un évoque cette difficulté, évoque ce drame qu'ont vécu ceux qui étaient très proches des victimes. Mais pas un instant on compare à ce qui s'est passé au 7 octobre. J'étais la semaine dernière en Israël. Je suis allé dans un kibbutz où il y a eu des massacres horribles. J'ai rencontré le père d'un enfant, enfin je dis un enfant qui avait 17 ans, qui a été assassiné, qui a été décapité, et dont la tête n'a pas été retrouvée. C'est passé sous silence. Oui, il y a eu des otages, oh là là, les otages, et encore que en France, on l'a très peu évoqué, mis à part certaines personnes et certains médias. Mais Arthur, quand il nous parle de ça, il y a une souffrance en lui. Et cette souffrance, on est obligé de la partager. Mais attention, et là où je dis c'est important,
Et une chose que j'évoque souvent en moi, je me dis que finalement, le Hamas nous a quelque part déshumanisés. Vous savez, bon, ça fait 50 ans que je milite, j'ai été président de la LICRA. Et la LICRA, pour moi, c'était un moyen de montrer qu'on doit se battre contre toute forme d'injustice. Pas simplement contre l'antisémitisme, contre le racisme, vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis des Arabes. Et je me suis battu tout le long. Malheureusement, voyant la réaction de certaines communautés, eh bien, on perd un peu l'envie de se battre. Et on perd un peu de son humanité. Eh bien, il y a quelque chose de changé pour nous, mais Arthur reste un homme avec cette humanité. Arthur, je vous assure, son combat, c'est aussi le combat pour le respect du droit à la différence. C'est merveilleux. Alors effectivement, c'est une personnalité publique et on rappelle malgré tout que c'est la première fois qu'il s'exprime, qu'il s'expose, j'ai envie de dire, autant depuis le 7 octobre, parce que il y a eu malheureusement des actes terribles bien avant ça. Il y a eu Ilan Halimi, il y a eu malheureusement une succession, l'attaque d'Ozar Torah avec des enfants juifs tués sur le sol français en 2012. Mais c'est la première fois qu'il ose parler et il en paye le prix fort. On voit aujourd'hui que chaque prise de parole, il est jeté en pâture. Mais il a changé de timbre de voix, il a changé de regard, il a changé d'attitude, il a été bouleversé par le 7 octobre, comme nous tous, avec peut-être la différence que nous étions peut-être préparés à ce genre d'événement, à ce genre de drame, parce que nous l'avons vécu, parce que nous sommes investis à travers les différents drames que vous avez évoqués et les différents attentats que nous avons subis. Mais lui, il le voyait ça. Mais il le reconnaît humblement dans son livre, il en parle avec un peu de recul, pas de mépris, attention, il a toujours eu cette sensibilité juive. Mais bon, il se dit, il y a des personnes qui se battent pour ça, il y a des personnes qui s'investissent pour ça, il n'y a pas de problème, et je les soutiens. Mais là, c'est son combat, c'est plus devenu le combat auquel il assiste, c'est son combat. Et croyez-moi, ce combat, il le mène avec énergie, efficacité, et avec une authenticité extraordinaire. Évidemment, on sent qu'il y a une demande aussi, on voit les queues d'attente dans les librairies quand il va donner des dédicaces, on sent aussi qu'il répond à une demande de la part de Français qui se sentent aussi un peu déboussolés et peut-être méprisés par une certaine partie de la population. Et peut-être aussi prend-il conscience de cette lacune qu'il a en lui, de ce manque qu'il a vécu, de cette absence qu'il a manifestée, parce qu'il s'est dit, mais jusqu'à présent, j'ai pas vraiment vécu tout ça, et là, je le vis intensément. Alors, quand il est confronté à des personnes qui viennent le voir pour le remercier, pour lui être très chaleureux avec lui, il est très touché. Mais il est inquiet quand même, hein, c'est un homme. Il est inquiet pour lui, pour sa femme, pour sa famille. Dans son livre, il évoque le rôle de sa femme aussi, qui est important. Quand il a décidé, quelques jours après, le 7 octobre, il savait plus comment faire, il allait d'un côté de l'autre. Sa femme lui dit, mais tu peux pas rester comme ça. Vas-y, tu emmerdes en vie. Et il est parti. Oui. C'est vrai que son récit est assez bouleversant. Alors, on ne peut pas donner évidemment le lieu de l'événement où va être reçu Arthur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque d'appel au boycott, il y a un risque de manifestation. Ça rappelle aussi que d'autres artistes en France sont boycottés. Je pense à Amir, qui fait l'objet d'attaques permanentes de la part de la France Insoumise, qui appelle à annuler ses concerts partout en France. On peut rappeler aussi l'épisode de l'Orchestre Philharmonique à Paris, où il y a des fumigènes qui sont venus perturber à 4 reprises ce concert. Quelle est votre réaction, vous qui êtes un homme de droit, vous qui avez finalement plaidé dans les tribunaux toute votre vie, quand vous faites face à ce genre d'appel au boycott, d'appel à la haine, parce que c'est aussi ça, faire face à cette culture juive, à cette culture lointaine, quelle est votre réaction ? Ça fait très longtemps que nous dénonçons ces appels au boycott qui sont illégaux. C'est illégal. Mais la justice n'arrive pas à faire face à cette situation. Et de tous les côtés, et nous allons malheureusement, parce qu'il faut quand même pas rester aveugle, nous allons assister à d'autres drames, d'autres injustices comme celle-là. C'est le sort du peuple juif, j'ai l'impression. On ne se bat pas, on nous reproche de ne pas le faire, et on se bat, eh bien on nous reproche d'être présent dans un combat qui, soi-disant, ne serait pas le nôtre parce que ce serait celui de la justice. Pas du tout, c'est notre combat. On va le mener parce qu'on reste toujours debout. Et c'est un petit peu ce qui ressort de l'ouvrage d'Arthur. On reste debout, prêt à se battre, quelles que soient les conséquences. Et vous le disiez à juste titre, il en paye le prix.
Je vais vous donner une petite anecdote. Bon, j'étais en Israël la semaine dernière et je devais être rejoint par un ami, un collègue musulman qui voulait absolument rencontrer des personnes là-bas pour témoigner de sa position. Il était dans la file d'attente, pas El Al, puisque malheureusement El Al, vous le savez, en ce moment n'est plus en place, c'est une autre compagnie aérienne qui prend le relais. Il était dans la file d'attente pour partir vers Israël. Il a été appréhendé par 3, 4, 5 Arabes, je dis 4 ou 5 Arabes, qui l'ont extrait de la file d'attente. Il a dit, où tu vas? Pourquoi tu vas en Israël? Il dit, mais je vais pour les affaires. Tu n'as pas allé. Ils l'ont frappé. Ils ont provoqué un incident à tel point que la police aérienne est venue. La police aérienne est venue. Ils ont appréhendé toutes ces personnes. Et mon ami n'a pas pu venir en Israël. Et donc on en c'est là. Pas... Moi, avant son voyage, je dis attention, tu risques d'avoir des difficultés en rentrant en Israël parce que tu es musulman. Tu vas perdre 1 heure ou 2, t'inquiète pas. C'est pas grave, tu vas perdre 1 heure ou 2. Il était préparé à des difficultés face aux autorités israéliennes, ce qui était tout à fait légitime et compréhensible. Mais qu'est-ce qui l'a empêché de venir? C'est cette intolérance, cette impossibilité pour nous de nous exprimer, de dire ce que nous pensons. Ce refus de nous accorder la liberté d'exister, la liberté de penser, la liberté de contester et de se justifier. Voilà. Effectivement, c'est un événement qui est intéressant justement pour comprendre un petit peu la logique de ces gens qui ont empêché votre ami de monter dans l'avion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'acquiesce pas l'idée qu'on puisse avoir des relations avec ce pays qui est légitime, qui est installé. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Hamas, tous ces massacres qu'ils ont provoqués après le cessez-le-feu? On le sait très bien, on les a vus dans tout, c'est passé dans sur les réseaux sociaux et ça a été très peu relayé évidemment par la France insoumise, par tous ces gens qui ils ont assassiné des Palestiniens dont ils disaient qu'ils avaient pactisé avec l'ennemi, avec Israël. Ils n'avaient pas pactisé, ils avaient tout simplement refusé de s'engager dans ce combat. Ils pensaient à leur famille, à leurs enfants, et ils estimaient qu'ils n'avaient pas à le faire. Eh bien, ils ont été assassinés. Ils en ont payé effectivement le prix fort. Voilà. On va revenir à l'événement avec Arthur, un événement organisé avec plusieurs institutions, le Fonds social juif unifié, mais aussi le Magen David Adom, le CRIF, le Consistoire, la Viso. Tout le monde a voulu s'associer à cet événement. Alors, il est vrai que, là c'est bien de me poser un petit peu la question, beaucoup d'associations ont invité Arthur à venir à Marseille. Et en raison de son agenda très chargé, bien sûr. Et chaque fois il disait c'est pas possible, jusqu'au moment où il s'est senti vraiment gêné, en difficulté. Alors il s'est dit je vais trouver une date pour venir à Marseille, mais à qui vais-je répondre puisque j'ai déjà dit non? Il était très embêté et lorsque nous en avons discuté, il m'a dit je peux pas dire non, oui parce que j'ai déjà dit non à d'autres associations et je ne veux vexer ni faire de peine à personne. Alors bon, ça s'est passé comme ça, et puis vous êtes associé, on m'a demandé d'inciter et de solliciter toutes les associations pour participer à l'arrivée de Arthur, ce qui a été accepté unanimement. Le Fonds social, le CRIF, le Consistoire israélite, Magen David Adom, la Viso, ont tous accepté spontanément, dire oh c'est très bien, c'est parfait, peu importe qui invite, il sera là, c'est là l'essentiel. Alors évidemment, et cet événement sera composé donc en 2 parties. Une première partie où Elsa Charbit l'interviewera sur scène, et puis dans un deuxième temps, j'imagine, il signera son livre. Non. Alors c'est intéressant. De 18h à 19h30, les gens vont venir au fur et à mesure et vont signer, et il va signer son livre. Il va dédicacer. Avant l'événement. Donc il faut que les gens viennent avant s'ils veulent faire dédicacer leur livre, peut-être échanger quelques mots avec lui à cette occasion. Et tout de suite après, donc à partir de 19h30, il y aura la conférence d'Arthur animée par Elsa Charbit. Formidable. Écoutez, on a toutes les informations. Il est 10h20. Merci beaucoup Isidore Aragonès d'avoir été avec nous pour nous parler de cet événement majeur qui va avoir lieu le mardi 2 décembre à Marseille. Si vous n'avez pas vos places, j'ai envie de dire, dirigez-vous vers toutes les institutions, alors, le FSJU, le Magen David Adom. Attention, il y a déjà plus de 470 réservations à travers les liens. L'entrée, et nous avons été obligés de faire payer 15 € l'entrée. D'accord. Donc si vous voulez vous inscrire, faites-le aujourd'hui, avant la fin de la semaine, parce que
C'est Il arrivera un moment où on sera obligé de dire c'est plus possible. Et il n'y aura pas de deuxième chance, du moins pas tout de suite. Pour l'instant, l'agenda d'Arthur ne permet pas qu'il puisse venir une deuxième fois pour l'instant. Mais voilà, c'est l'occasion rêvée ce mardi 2 décembre à Marseille. Merci beaucoup à vous d'être venu nous parler de cet événement. Merci Laura et merci à tous les auditeurs et ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous. Avec grand plaisir, vous êtes toujours le bienvenu. Il est 10h20, je vous propose une petite pause musicale avant l'agenda communautaire. Restez branchés, la grande matinale Radio JM continue sur le 90.5. Et nous sommes de retour dans la grande matinale de Radio JM. C'est désormais l'heure de l'agenda communautaire signé Noah Stora. Jingle. Vous voulez tout savoir sur les événements communautaires? Ouvrez vos agendas. C'est maintenant avec Noah. Alors je crois savoir, Noah, cette semaine que l'agenda est plutôt maigre. Tout à fait, Laura. Un seul événement, mais pas des moindres, puisque ce jeudi 20 novembre à 12h30, le FSJU Marseille-Provence vous convie au déjeuner de la Tzedaka au restaurant au Cercle des Nageurs. Un rendez-vous caritatif et convivial dans le cadre du prix Alfred Nakache, avec comme invité d'honneur Pierre Assouline. La rencontre se tiendra en présence de Martine Vassal, présidente du département 13 et de la métropole AMP, de Lionel Stora, président du FSJU Marseille-Provence, et de David Sussman, président de Pure Océan. Le tarif est de 80 € avec Cerfa et les réservations se font sur www.billetweb.fr/CNM. Alors voilà pour les rendez-vous à venir. Alors à votre agenda et moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres événements communautaires. Merci beaucoup Noah et on rappelle que dans le cadre de cet événement, le prix Alfred Nakache au Cercle des Nageurs de Marseille, il y aura un plateau Radio JM en direct de 14h30 à 16h30 pour la remise des prix, l'intervention également de Martine Vassal qui est partenaire, le département est partenaire de cet événement, donc c'est important, restez connectés. Merci à toi Noah. C'est l'heure de la chronique cuisine, évidemment. Alors, la chronique cuisine qui est beaucoup plus tôt cette semaine. Pourquoi ? Parce qu'on a une deuxième partie de matinale qui est très chargée. Et donc, nos invités ne pouvant pas venir plus tôt. On a fait venir notre Sacha plus tôt. C'est l'heure de la chronique. Tout de suite, le jingle. Juste avant midi, retrouvez les minutes culinaires de Sacha. Alors, c'est pas juste avant midi, hein, c'est juste avant 10h30, mais c'est pas grave, Sacha. Comment tu vas nous régaler aujourd'hui ? Bonjour Laura, bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs. Eh bien, écoute, ça laissera peut-être le temps à nos cuisinières de préparer. C'est pas une mauvaise idée en fait. Effectivement, ça laisse un peu de répit. Ce plat. Alors aujourd'hui, je propose un gratin d'épeautre aux légumes. Je vais mettre mes lunettes parce que j'ai écrit très petit en fait. Alors, pour 6 personnes, il vous faudra 500 g d'épeautre, du fromage râpé, de la chapelure, des légumes, alors au choix, aubergines, courgettes, poivrons, 2 oignons, une gousse d'ail, des tomates fraîches ou en boîte, du sel, du poivre, des aromates selon vos goûts, du thym, du romarin, enfin ce que vous voulez, et de l'huile d'olive. Donc pour réaliser cette recette, vous rincez l'épeautre et vous le faites cuire selon les instructions sur le sachet avec un bouillon cube de légumes dans l'eau de cuisson. Vous faites revenir les oignons et l'ail émincé dans une cocotte avec de l'huile d'olive, puis vous ajoutez les autres légumes coupés en morceaux et en dernier les tomates concassées. Vous assaisonnez avec du sel, du poivre et des aromates et vous laissez cuire environ 15 minutes plutôt à feu doux, tout en remuant. Vous mélangez l'épeautre égoutté avec les légumes et un peu de fromage râpé et vous mettez dans un plat à gratin. Vous saupoudrez de chapelure et de fromage et vous enfournez pendant 30 minutes à 180 degrés. En fait, c'est rapide, hein, C'est rapide, donc c'est-à-dire que si vous vous mettez maintenant au fourneau 10h30 pour midi, ça sera largement C'est 35 minutes de préparation et 30 minutes de cuisson. Et donc, beaucoup d'huile d'olive. J'ai constaté que ça reste quand même un plat très méditerranéen. C'est un plat très provençal. C'est ça qu'on aime. Merci beaucoup, Sacha. Tout de suite, le flash d'informations locales et on se retrouve juste après. Vous êtes sur Radio JM 90.5, c'est la grande matinale.
Nous sommes de retour dans la grande matinale de Radio JM. Merci à vous pour votre fidélité et on poursuit notre belle matinée avec Valérie Valency. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure et responsable de projets informels à l'école Yavné. Nous avons collaboré l'an passé dans une formidable émission appelée Col Yavné. Absolument. Où on a inclus, fait participer des lycéens de seconde, de première, de terminale. On va bien sûr parler du renouveau de cette émission cette année, mais aussi du projet Mémoire Marseille Groupe Scolaire Yavné. Objectif, transmettre la mémoire de la Shoah dans un contexte difficile où l'antisémitisme ne faiblit pas, pire, il s'accentue partout en France. Parlez-nous d'abord de cette exposition que vous allez mettre en place et pour laquelle les collégiens et les lycéens vont largement contribuer. Très bien, donc merci d'abord de me recevoir. C'est toujours un plaisir d'intervenir sur la radio. J'ai un lien particulier avec Radio JM depuis l'enfance. J'ai toujours écouté les musiques qu'on pouvait écouter nulle part ailleurs sur Radio JM, donc quand je viens, c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Ça l'est d'autant plus que je parle de l'évolution du projet de Col Yavné, notre radio scolaire créée l'année dernière en partenariat avec vous. Nous avons fait 4 émissions l'an dernier. On a été écoutés un petit peu partout. Ça a créé une synergie folle dans l'école, un engouement particulier parce que maintenant beaucoup d'élèves veulent faire partie de l'aventure Col Yavné. Donc ce qui m'a amené à recruter d'autres élèves et à ouvrir le champ des possibles avec par exemple des monteurs, des vidéastes qui filment, qui font des clips, qui filment des interviews, qui sont là avec les reporters, qui aiment tout reporter du coup. Donc on a des élèves impliqués, on a beaucoup de transversalité, des rubriques de musique, de sport qui vont arriver, des rubriques en anglais qu'on a déjà faites, beaucoup d'émulation, beaucoup d'implication de la part des élèves. Et cette découverte de nouveaux talents, de graphistes, de monteurs, qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais aussi remercier le directeur de l'école, Daniel Dubreuil, du groupe scolaire Yavné, qui me soutient toujours dans tous mes projets, aussi et dans fous cette idée soient-ils. que vous avez initiée, je rappelle Valérie, vous êtes venue nous voir l'année dernière, vous avez dit j'ai une idée, j'aimerais créer une émission à l'école, et tout ça s'est fait assez naturellement à la force de votre travail et de vos idées. Tout à fait. On est parti d'un sentiment, et ce sentiment aujourd'hui, c'est des émissions, et ça a évolué avec alors, ça va continuer avec votre participation puisqu'on va refaire un calendrier d'émissions, mais ça a évolué avec des formats qui sont sur les réseaux sociaux sous forme de clips. Et au passage, ça fait que les élèves arrivent à faire des petits reportages sur ce qui se passe à l'intérieur de l'école, mais pas que. Et on a aussi des célébrités qui nous soutiennent. Donc avec le deuxième clip de promotion de la radio de Col Yavné, on a Michel Boujna que je salue, Arnaud Bitan aussi que je salue et le chanteur Aliel qui nous ont fait confiance et qui nous soutiennent dans un petit clip qui a paru et qui continue de circuler. Et qui fait que en fait on commence à toucher pas mal de monde. Alors ça, c'était pour effectivement l'émission Col Yavné sur laquelle vous êtes largement revenu en termes d'objectifs, etc. J'aimerais qu'on évoque donc le projet Mémoire Marseille Groupe Scolaire Yavné. Comme je le disais, le but de cette exposition que vous organisez à l'école dans la semaine du 27 janvier, c'est de transmettre la mémoire de la Shoah dans ce contexte d'antisémitisme en France. Dans quelle mesure vous allez impliquer les étudiants, aussi bien des collégiens que des lycéens d'Yavné? Alors, d'abord, j'aimerais juste rappeler que ma première grosse claque ma première rencontre véritable avec la Shoah, j'avais 12 ans, donc mes parents sont pieds noirs. Donc c'est vrai qu'on parlait de la Shoah, mais c'est pas comme si ça faisait partie de la vie, comme par exemple dans les familles ashkénazes où c'est vraiment quelque chose qu'ils vivent au quotidien. Donc c'était un peu comme ça. Et ma première grosse claque, c'était ma rencontre avec Lucie Aubrac dans un collège Belle de Mai, qui n'est pas du tout un collège juif. Et le proviseur l'avait fait venir, et ça c'était ma première rencontre, ma première grande claque. Ma deuxième grande claque, c'était à l'âge de 18 ans. À l'occasion de la mise en place de la mémoire au niveau du château des enfants du château de la Verdia. D'ailleurs, je salue le travail remarquable de Jean-Jacques Zenou, Suzette Azan, René Drébensoussan et
tous ceux que j'ai pu rencontrer par la suite, Alain Londner, Denis Tauros-Marter, Albert Barbout, Robert Mezraïd. Et ça a été ma deuxième grande claque parce que j'ai fait partie de l'équipe UEJF qui a mis la plaque sauvage dans la nuit du samedi au dimanche pour que ce lieu reste un lieu d'enfance, dédié à l'enfance. Et on avait appelé ça Square des enfants de la Verdière. Donc moi qui a été inauguré l'année dernière par le maire de Marseille qui a décidé de nommer de manière officielle ce lieu Square des enfants de la Verdière. On parle de quelque chose qui a eu lieu il y a 30 ans, quelque chose comme ça. Mais vous avez été finalement initiatrice aussi, vous avez participé à convaincre finalement 30 ans après. J'ai la sensation d'avoir reçu un flambeau et ce flambeau, je veux le transmettre à mes élèves. Et pas qu'à mes élèves, à tous ceux qui voudront bien le prendre. C'est pour la raison pour laquelle le projet sur la mémoire, on l'a appelé les passeurs de mémoire, parce que de la même manière que moi j'ai reçu, je veux transmettre, et je veux que ceux qui ont reçu transmettent à leur tour. Et on a une urgence face aux personnes qui ont vécu la Shoah et qui nous quittent malheureusement avec l'âge. Et donc cette urgence, c'est que je voudrais qu'on organise à l'école une exposition dans la semaine du 27 janvier qui correspond à la commémoration des génocides. Et cette exposition, ça retracerait les quartiers marseillais des rescapés marseillais. Donc on a comme ça, par exemple, la rafle du Vieux-Port. On a dans le quartier du Vieux-Port, on a le château d'Averdière dans le quartier de la Rose. Donc, on retracerait comme ça la vie de ces rescapés qui ont marqué l'histoire marseillaise de la Shoah. Et sous forme d'exposition, donc toutes les classes pourraient circuler et visualiser le travail réalisé par tous les élèves. Hein, ça va de la 6e jusqu'à la terminale. Et ensuite, on aurait les témoignages de toutes ces personnes-là, de tous ces rescapés-là, qui seraient retranscrits sous la forme de bandes dessinées. Et ces bandes dessinées, ainsi que ces récits, feraient l'objet d'un livre. Alors, je sais pas si c'est très ambitieux, je sais pas si j'arriverai à tout faire cette année, mais je tiens à ce que tout ce travail-là ne soit pas que une exposition, mais que ça reste que ça soit un flambeau qu'on puisse consulter, qu'on puisse voir, sur lequel les enfants puissent travailler après. Des bandes dessinées qu'auraient réalisé les élèves, j'imagine. Absolument. C'est-à-dire, il y a un travail de recherche, il y a un travail de dessin, et ensuite, il y a un travail de mise en page. Et il y a même une idée qui m'a été suggérée par les élèves de terminale. C'est ça ce que j'aime quand je crée un projet, c'est qu'après les élèves s'en emparent et ça évolue. C'est comme Collier-Venet, les élèves s'en sont emparés et puis ça évolue. Donc il y a un élève de terminale qui m'a dit, ça serait bien qu'on puisse aussi filmer les interventions des rescapés qui viendraient à l'école. Et on mettrait ça sous la forme de QR code à l'intérieur du livre. Et en fait, avec la bande dessinée plus le récit, on aurait aussi la possibilité d'avoir le témoignage filmé de toutes ces personnes-là. Donc ça fait mémoire vivante, mémoire transmise. Et c'est vraiment pour ça qu'on travaille. C'est vraiment pour transmettre la mémoire, les valeurs morales, tout ce qui nous fait lever le matin à l'école. C'est formidable, effectivement, comme idée. J'ai envie quand même, Valérie Valency, de vous poser la question. On sait que l'antisémitisme, malheureusement, depuis le 7 octobre, explose. On sait que les écoles juives et d'autres écoles aussi sont parfois extrêmement sécurisées. Est-ce que vous sentez chez certains de vos élèves de l'inquiétude, de la peur aussi de porter la kippa, de dire qu'ils sont juifs? Est-ce que vous avez ces échanges avec vos élèves? Disons qu'à l'intérieur de l'école, c'est quand même un endroit très sécurisé où les enfants se sentent bien et à l'aise. Donc on a des échanges sur ça, et c'est vrai que ça concerne plutôt l'extérieur. Malgré tous les dispositifs de sécurité qui sont quand même sur lesquels le chef d'établissement, M. Dubreuil, porte beaucoup d'intérêt, donc comme tous les chefs d'établissement des écoles juives. Donc c'est vrai que tout ça, ça permet à créer un climat serein à l'intérieur de l'école. Mais l'antisémitisme est réel et je voudrais que vraiment que les élèves sachent tout ce qui se passe sans rentrer dans des choses qui peuvent être anxiogènes ou angoissantes parce qu'on s'adresse quand même à des enfants. Et même avec tout ce qui se passe, en Israël, certains le reçoivent de manière différente et le ressentent de manière différente. Donc c'est jamais facile d'aborder ces sujets-là. C'est la raison pour laquelle je me bats pour que la mémoire soit vivante. C'est une manière de contrer l'antisémitisme
de s'approprier son identité, son histoire, sa mémoire et de transmettre. Donc c'est vrai qu'on est face à des défis aujourd'hui sécuritaires, à des choses qu'on voyait pas avant, des placardages dans les rues, des tags, des gens qui se font enlever la kippa, c'est vrai. C'est un il y a les réseaux sociaux en plus. Les réseaux sociaux n'arrangent rien de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Ça veut pas dire qu'il faut pas les voir, ça veut juste dire que des fois il y a certaines choses qui c'est pas, on n'est pas obligé de visualiser de la violence pour en être conscient. Bien sûr. Et c'est quand même beaucoup mieux de travailler sur comment on l'appréhende et qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants. Donc moi j'ai choisi, plutôt que de transmettre la peur, sans être dans le déni, plutôt que de transmettre la peur, je transmets la mémoire. C'est ça qui est intéressant. Alors on va revenir à quelque chose de plus positif. Cette émission Col Yavneh que nous allons reprendre au sein même de l'école. On rappelle quand même que le studio se déplace au sein de l'école. C'est quand même beaucoup plus pratique parce qu'il faut savoir aussi que Valérie Valency, vous jonglez avec les plannings des classes, avec les obligations des uns, les évaluations, les bacs blancs, voilà, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. J'imagine que vous avez déjà commencé à recruter nos futurs journalistes et quel est votre sentiment quand vous leur dites, voilà, il y a une émission de radio, est-ce qu'il y a de l'enthousiasme, est-ce qu'il y a des idées, on sent une émulation? Alors, j'ai recruté parce que par la force des choses, une partie des élèves que j'avais l'année dernière étaient en terminale. Donc ils sont plus là, ils ont eu le bac. Tant mieux pour eux. Je leur souhaite tout le meilleur et toute la réussite possible. Donc j'ai dû recruter. J'ai recruté des personnes qui, depuis l'année dernière, veulent réaliser des rubriques qui n'existaient pas. Le sport, le cinéma, la culture. Donc c'est très bien. J'ai élargi l'équipe, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des monteurs, des vidéastes. Ça nous permet de faire des clips de promotion ou même des reportages de qualité. C'est la communication qui est important aussi autour des émissions, parce qu'aujourd'hui on n'écoute plus la radio comme on l'écoutait il y a 30 ans, et donc on doit pouvoir relayer, créer des capsules sur internet pour faire des liens vers cette émission. Je suis bluffée par la création de contenu de mes reporters. Et je suis bluffée par la synergie que la radio a créée au sein de l'école. Pour exemple, comme j'ai initié le projet Passeurs de mémoire, j'ai donc demandé à tous les professeurs d'histoire géo sont impliqués dans le projet, et les élèves se répartissent les personnalités à interviewer, à dessiner, et sur lesquelles il faut faire des recherches. Et en même temps, parallèlement, il y a les élèves qui font partie de la radio, qui étaient là le matin de la commémoration de la Verdière, et qui ont fait un reportage commun. Donc les uns l'ont fait pour le projet Passeurs de mémoire, les autres l'ont fait pour une capsule sur les enfants de la Verdière qui va sortir très prochainement. C'est ça le nouveau format, un petit peu le format réseaux sociaux sur lequel aussi on travaille pour faire évoluer l'émission. Et donc je trouve cette synergie comme ça, partant de la radio Col Yavneh et irradiant sur toute l'école, remarquable. Alors, avec des élèves motivés, impliqués, qui sont capables de prendre un talent, de le mettre au service de l'école, avec des valeurs morales. Je trouve ça remarquable. Alors, il nous reste encore un peu de temps, Valérie Valency, peut-être pour évoquer un autre projet, puisque vous ne manquez pas de projet cette année. C'est vrai. Encore, on va parler du prix Ben Haddad que vous gérez. On rappelle que cette personne est un ancien élève de l'école Yavneh. Oui. Et donc, c'était important pour vous de lui rendre hommage. Tout à fait. Encore une fois, c'est des choses qu'on puise dans l'enfance et qu'on a envie de faire connaître à tout le monde. Donc un ami d'enfance, le frère d'une amie d'enfance, ancien élève de l'école Yavneh, qui est tristement parti dans l'attentat de la Griba. J'avais envie de lui rendre hommage. Ça fait quelques années que je travaille sur ce projet. Je remercie encore Daniel Dubreuil de toujours me soutenir dans tout ce que je fais. Il a accepté, bien sûr, que pour honorer sa mémoire, on crée le prix Ben Haddad. Les élèves s'inscrivent pour passer des modules pour tester leurs connaissances. De culture générale. Pas forcément. C'est plutôt de culture religieuse, on va dire, dans un premier temps. Et les modules sont espacés sur toute l'année. Et le prix sera remis aux élèves qui se seront le plus remarqués dans l'obtention de ces modules.
Et le prix sera remis au mois de mai aux alentours de sa Haskara, c'est-à-dire à l'anniversaire de sa disparition, qui correspond à l'Akba Omer. Voilà. Donc l'année dernière, on a dédié toutes nos actions de l'année dernière, parce qu'on n'avait pas encore eu la possibilité de le mettre en place, parce que j'aime faire les choses bien et que je veux absolument que la première fois, ou du moins le lancement, ça soit quelque chose de réfléchi et pas quelque chose de fait à la va-vite. Donc vraiment, je veux que les personnes qui le reçoivent se rendent compte de la personne et des qualités qu'il avait et se disent j'honore la mémoire de Ben Haddad en gagnant son prix et en acceptant tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il a fait pour Marseille et son attachement à l'Agriba. C'est l'endroit où il est parti malheureusement lors de l'attentat. Merci beaucoup Valérie Valency d'être venue nous parler ce matin de tous ces événements, alors de ce retour de l'émission Col Yavneh qui sera annoncé dans les prochains jours, je dirais même pas les prochaines semaines puisque l'enregistrement va avoir lieu début décembre et puis il y en aura un autre en février, un autre en avril et puis tout ça sera relayé sur les réseaux sociaux. On relaie également les appels des célébrités que vous avez eu la chance d'obtenir pour aussi promouvoir la radio juive de Marseille. C'est important de relayer finalement cette communication. Et puis merci pour ces beaux projets, cette exposition évidemment qu'on relaiera nous aussi sur Radio JM et ce prix Ben Haddad qu'on aura la chance de suivre également. Merci à vous et à très bientôt. Merci de toujours nous laisser la possibilité de travailler avec Radio JM, c'est très important. C'est important que les élèves, les enfants, la jeune génération connaissent Radio JM et c'est important que l'attachement à toutes les valeurs qu'on peut transmettre à travers tous ces projets, ça soit aussi connu de Marseille et de tous ceux qui vous écoutent. Ça fait déjà 43 ans, Radio JM est né en 1982 et donc c'est important de perpétuer ça. Merci beaucoup Valérie Valency. Merci à vous, à bientôt. Une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la chronique littéraire et le rendez-vous politique. C'est lundi, c'est en direct, c'est la grande matinale Radio JM. Nous sommes de retour dans la grande matinale de Radio JM, toujours en direct. C'est l'heure de la chronique littéraire de notre matinale Jingle. Le coup de cœur littéraire du jour, signé Elsa Charbitz. C'est à vous Elsa. Merci Laura, bonjour à tous. Alors, un coup de cœur littéraire, comment dire ? Oui, parce que le livre que je vais vous présenter m'a beaucoup ému, beaucoup touché, comme beaucoup de lecteurs d'ailleurs qui l'ont eu entre les mains. Il s'agit du livre écrit par Arthur, que tout le monde connaît, le présentateur, qui a signé ce livre de son vrai nom de famille. Alors, c'est pas son vrai prénom Arthur, mais par contre, Esbag, c'est bien son nom de famille. J'ai perdu un Bédouin en Paris, qui est paru aux éditions Grasset. C'est un livre dont on a beaucoup entendu parler. C'est vrai qu'on a vu Arthur sur tous les plateaux télé et radio. Mais ce livre, comment vous expliquer ce qu'on ressent en le lisant ? D'abord, il vient parler de son choc ressenti par le 7 octobre, de sa relation à Israël, bien sûr, comme chacun de nous, mais aussi de sa relation en tant que juif. C'est encore plus important dans le livre, de ce qu'il a ressenti par le peu d'empathie du milieu professionnel, mais aussi de ses amis, après qui est pour lui un véritable tsunami, comme pour nous tous, que ce massacre du 7 octobre a ébranlé nos émotions et nos sentiments, de la place que nous avions réellement en tant que juifs ici, parce que on a été peut-être assez peu entendus dans notre peine et dans notre fait de se retrouver isolés. Et c'est vraiment le thème du livre d'Arthur, c'est de ça dont parle Arthur. Et c'est un livre très personnel, c'est de lui qu'il s'agit, c'est de lui qu'il parle, de ce qu'il ressent, jusqu'à le ressentir physiquement dans son corps, et de ses actions, parce qu'en agissant, justement, il lutte contre cette dépression qui pourrait prendre le dessus, avec ce qu'il a ressenti dès le 7 octobre. Il fait partie des premiers à s'être mobilisé, d'être descendu dans la rue dès le 9 octobre, avec, comme il le dit, très peu de gens, on était entre nous. Mais c'est tout ce qu'il raconte. Et moi, ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est deux piliers que l'on ressent,
très fort. D'abord sa femme, qui est son or, hein, qui est vraiment de sa boussole, qui est là, qui l'entend, qui le comprend, qui a les mots justes au bon moment et qui ne le lâche pas, qui ne lui lâche pas la main. Ça, c'est Malgré magnifique. la prise de risque, parce qu'on sait qu'il est très exposé, lui, sa Exactement. famille. Elle est, franchement, on a envie de la rencontrer quand on finit le livre. Ça, c'est pour moi le premier fil rouge du livre, qui est un des piliers. Le deuxième fil rouge, c'est Noam. Noam, c'est son filleul. C'est le fils de son meilleur ami. C'est en Israël. Cet ami est mort. Il est décédé, bien sûr, mais il y a toujours son épouse et ce jeune Noam, qui donc va, d'abord il se fait du souci pour lui parce qu'il est en Israël, bien sûr, mais ensuite Noam va partir sur le front. Et, à Gaza. Oui. Et c'est vraiment ces deux piliers-là, ces deux fils rouges-là, je trouve qu'il est en funambule entre ces deux fils, qui sont véritablement ses repères. Elle, parce qu'elle l'aide, et lui, parce que ça lui fait comprendre aussi la relativité de ce qu'il ressent. Parce que le plus important, ce sont ces jeunes Israéliens qui se battent, qui défendent leur pays et qui défendent les Juifs au sens le plus large. Voilà. Et c'est pas tellement moi, j'ai écouté pas mal d'interviews, on l'a vu partout. C'est pas forcément ce qui a été mis en avant. Mais pour moi, c'est le plus fort du livre. Voilà. Et cette relation physique qu'il a véritablement de son émotion. On découvre un autre Arthur, assez fragile d'ailleurs. Et bien sûr, tout ce qui va suivre, la sécurité, etc. Alors, vous le savez, Arthur vient à Marseille, hein, et j'aurai le plaisir de pouvoir lui poser quelques questions et j'aimerais qu'on vienne vraiment sur ces sujets-là qu'il a moins abordés dans ses interviews. Voilà. Et on peut que le saluer parce qu'il se met en danger, il accepte de se mettre en avant, il est courageux, même s'il souffre et que il souffre réellement, quoi. C'est fort pour lui, ça lui coûte énormément. Voilà, donc il est véritablement courageux et on a envie de dire chapeau bas Arthur, parce qu'il continue à payer les conséquences de son engagement et de sa non-langue de bois. Donc j'ai perdu un bédouin dans Paris, c'est aux éditions Grasset et on le retrouve, vous le savez, le 2 décembre pour une séance de dédicace et bien évidemment un échange de questions-réponses que j'aurai le plaisir d'animer. Et dépêchez-vous, puisque Isidore Aragonès nous le rappelait ce matin, il y a très peu de place restantes. Il reste très peu de place, on a vendu déjà 450 places, donc il faut se dépêcher là parce que c'est vraiment les dernières. Et puis ce surtout, sont les dernières. Arthur, pour le coup, ne reviendra pas demain à Marseille, hein. Il vient là de manière exceptionnelle avec la collaboration de toutes les institutions, on l'a rappelé ce matin, donc c'est l'occasion. Surtout qu'il a été très touché par le fait qu'il a dû changer on a dû changer de date et on s'en excuse, mais c'est vraiment indépendant de notre volonté et de la sienne, hein, parce qu'il y a des impératifs vis-à-vis de l'État et qu'elle est obligée de répondre. On a trouvé une autre date, c'est formidable, il est très touché de pouvoir venir quand même et nous on est ravis de l'accueillir. Merci beaucoup Elsa pour cette belle chronique littéraire. On se quitte après cette heure de matinale avec un peu de musique et tout de suite c'est le journal de nos amis d'RCJ. 90.5 Radio JM, la grande matinale. Vous êtes de retour dans la grande matinale de Radio JM en ce lundi 17 novembre. Merci de votre fidélité et de vos réactions sur les réseaux sociaux. Nous sommes ravis que cette émission vous plaise et nous travaillons tous très dur pour vous informer et vous divertir. On poursuit cette belle matinée avec l'invité politique de la semaine, Elsa Charbit. C'est à vous, après le jingle. Retrouvez l'invité politique avec Elsa Charbit. C'est bien de dire après jingle parce qu'autrement je parle tout de suite. Pour moi, je suis prévenue, Laura. Merci en tout cas de cette introduction. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Laurent Simon. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio JM pour ce journal politique. Je rappelle que vous êtes le maire de Plan-de-Cuc depuis 2020. Mais vous êtes également le 5e vice-président de la métropole, ex-Marseille bien sûr, ex-Marseille-Provence. Vous êtes délégué à la transition énergétique et à la valorisation des ressources durables. Donc vous avez une sacrée délégation. Je rappelle que vous êtes, même si vous êtes LR, vous êtes élu sans étiquette à la mairie de Plan-de-Cuc, c'est bien de le rappeler. On va parler de votre commune, on va parler de votre action, mais j'aimerais, puisque vous avez une délégation importante, la transition énergétique, c'est un sacré travail. Cette semaine, s'est ouverte la COP30, qui se termine le 21 novembre. C'est un rendez-vous décisif, on le sait, sur tous les changements climatiques et toutes les causes, bien sûr, de ces changements climatiques, avec des constats toujours alarmant, même si l'Europe est plutôt une bonne élève. Alors, à l'échelle de la métropole, à l'échelle de la commune, qu'est-ce qui est fait pour qu'on puisse avancer, Laurent Simon ? Effectivement, la COP30, elle présente, elle intervient, dans un contexte qui est toujours aussi inquiétant en matière de réchauffement climatique. Et pour autant, donc le premier constat alarmant, c'est qu'on va dépasser les 1,5 degré qui avaient été fixés par les accords de Paris.
Ça y est, la trajectoire, elle est fixée. Et pour autant, elle présente aussi des éléments positifs, puisque ce matin même, on apprenait que le développement des énergies renouvelables sur l'ensemble de la planète est en progression importante. Ce qui nous permet de sortir le plus vite possible de notre dépendance au pétrole, aux énergies fossiles, au sens large. Et donc, pour revenir sur notre territoire métropolitain et sur nos communes, moi, c'est le cœur de ma délégation, c'est d'inscrire cette fameuse transition énergétique, c'est-à-dire de basculer nos consommations pour assumer nos vies quotidiennes, de consommation d'énergie fossile à des consommations d'énergie renouvelable. Et là-dessus, on a considérablement progressé sur le mandat qui vient de s'écouler, avec de très beaux projets qui ont vu le jour, de centrales photovoltaïques au sol ou en toiture, ou de thalassothermie, de géothermie. Bref, il y a pléthore de techniques et de technologies qui existent aujourd'hui sur notre territoire. Et notre territoire, de ce point de vue-là, il est béni des dieux. On a du soleil comme nulle part ailleurs, on a du vent, on a la mer, et donc on a un sous-sol qui est propice au développement de la géothermie profonde, et donc on a toutes les cartes en main pour devenir un territoire leader en matière d'énergie renouvelable. Pour autant, on rencontre encore des difficultés, quelques freins, dirons-nous. À la fois du côté des procédures administratives, réglementaires qui sont d'une je lourdeur. pense à l'éolien flottant, par exemple, c'est toujours très compliqué. Mais toutes, même les centrales au sol, etc. Si on se compare à notre principal partenaire qui est l'Allemagne, en moyenne, un projet d'ENR, donc d'énergie renouvelable en France, il prend entre 5 et 8 ans entre le lancement du projet et sa mise en service. Et en Allemagne en Allemagne, c'est 3 ans. Ah oui, ça change tout. Hein. Ah, donc forcément, on est un peu à la traîne de ce point de vue-là. Et le deuxième élément qui malheureusement, j'ai dû affronter avec mes collègues maires pendant ce mandat, sont les questions d'acceptabilité sociale de ces projets. Et c'est-à-dire que de plus en plus, il suffit plus de dire à nos concitoyens, voilà, on va faire un projet qui fabrique de l'énergie verte et on va sortir de la dépendance aux énergies fossiles et c'est bien pour la planète. Bien sûr, c'est très important. Ça ne suffit pas pour emporter l'adhésion de nos concitoyens, qui se posent des questions, légitimes la plupart du temps. Ces projets sont aussi, malheureusement, ils font l'objet de récupération politicienne, comme bien d'autres projets d'aménagement. Et donc, on perd encore plus de temps. On perd encore plus de temps. Et donc, c'est là où le rôle des élus a tout son poids pour expliquer, convaincre, mettre tous les éléments autour de la table, organiser des grands débats. Alors, effectivement, oui, ça prend du temps, mais c'est le prix de la démocratie. C'est la condition sine qua non pour que ces projets-là voient le jour. Donc il y a un gros travail pédagogique que vous avez en charge également. Il suffit pas de faire, il faut aussi le savoir-faire et l'expliquer. Oui. Et c'est pas simple. C'est pas simple et c'est la mission que m'avait confiée Martine Vassal et que j'exerce vraiment en binôme à chaque fois avec les maires des villes concernées. C'est obligatoire. Un projet parmi tant d'autres qui est très beau, c'est celui sur la jolie commune de Malemort, dans le nord de la métropole, où on a livré là au mois de juin dernier une grande centrale photovoltaïque qui est construite sur le site d'une ancienne décharge. Donc c'était un territoire qui était pollué, il est toujours pollué d'ailleurs, les panneaux photovoltaïques qui sont posés non pas avec des pieux qui sont ancrés dans le sol, mais sur des blocs de béton pour éviter de mélanger les matières polluées qui sont dessous. Et donc de ce terrain en fait qui était voué à rien, eh bien on a fabriqué une centrale qui alimente quand même l'équivalent de 4000 foyers sur la commune de Malemort. Et donc, vous en avez fait une force, mais il y a beaucoup de travail. Après, j'entendais récemment sur un média, pas concurrent, mais un autre média, que si on a baissé l'impact du changement climatique en France, c'est surtout parce qu'il y a eu une baisse de démographie. Et ça, c'est aussi une des raisons qui l'explique. Bon, ça, c'est plus embêtant. Il ne faudrait pas que ce soit ça qui nous permette d'avancer. Sur les sujets un peu plus, si vous le voulez bien, un peu plus nationaux, oui. On s'est réjoui il y a quelques jours de la libération, de la grâce, puis de la libération de Boualem Sansal. Enfin, mais grâce à l'Allemagne, ça a bien été pressé par son président, Frank-Walter Steinmeier, qu'on ne peut que remercier pour cette forte action. C'est un camouflet pour la France. Oui, ça en est un. Faut pas tourner autour du pot. Compte tenu des relations historiques entre la France et l'Algérie, c'est quand même un peu humiliant que ce soit nos amis allemands qui aient obtenu par la voie diplomatique la libération de cet écrivain. Alors, même s'il y avait des enjeux économiques, hein, c'est pour ça que ça a été accepté. Hein, oui, mais c'est le lot de la diplomatie. À un moment, il s'agirait quand même que le personnel politique national, tous bords confondus, sorte un peu des logiques de posture et bascule dans des logiques d'efficacité. Ça sert à rien pour
paraphraser le général de Gaulle, de se dresser sur ses ergots et de marteler la politique de la fermeté, le bras de fer, enfin tout un registre lexical, martial, pour aboutir à rien en fait. C'est ça, de ne pas l'appliquer surtout. Parce à la sortie, on a cet écrivain qui est un défenseur de la liberté, qui a eu le malheur de dénoncer le caractère autoritaire, voire dictatorial du régime algérien, qui pour cette raison-là a été emprisonné. Enfin, qu'il le fait depuis 30 ans. Hein, exactement, nonobstant sa position sur le Sahara occidental. Et c'est les Allemands qui parviennent à le libérer. Donc ça dit quand même quelque chose de l'affaiblissement de notre pays dans le concert des nations. Ça dit quelque chose de l'affaiblissement de la voix de la France, y compris vis-à-vis d'un pays, encore une fois, avec lequel nous devrions avoir des relations privilégiées, pas forcément bonnes d'ailleurs, parce qu'il y a nombre de sujets de conflit entre la France et l'Algérie depuis des décennies. Mais ça dit aussi beaucoup du mépris de l'Algérie pour la France. Hein. Oui, non, mais c'est clairement ça. Après, quand vous obtenez une négociation, c'est qu'il y a les deux côtés qui lâchent quelque chose. Ça s'appelle un compromis. Donc, on ne peut plus rien lâcher, nous. Hein. Donc, il fallait bien que l'Allemagne prenne la main. Emmanuel Macron, dans son discours qui a suivi, justement, s'est réjoui et il a encore ouvert la porte au président Tebboune en disant nous devons réitérer ces relations diplomatiques. Oui, mais évidemment, il ne peut pas dire autre chose. Il est dans son rôle, mais quand je dis son rôle, c'est d'affirmer la force de la France. Mais l'affaiblissement de la voix de la France, il est lié aussi à des changements de pied incessants. Vous ne pouvez pas passer, dire en novembre 2025, la porte est ouverte au dialogue, renouons nos contacts, etc. Alors que 3 mois avant, vous avez le gouvernement de notre pays qui disait la fermeté, le bras de fer, on va dénoncer unilatéralement les accords de 68, etc., etc. Donc, si vous voulez avoir le langage de la fermeté, il faut que vous en ayez les moyens. Sinon, vous passez pour un pitre. Oui, ou sans donner les moyens, parce que les moyens, on les a toujours, c'est une question de volonté et de persistance dans la volonté. Du coup, cette annonce a éclipsé la venue, en tout cas plus ou moins dans les médias, de Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, reçu donc plus ou moins en grande pompe, quand même, on peut dire. Il est même allé à l'Assemblée nationale reçu par la présidente. En France, qui fait suite à cette reconnaissance par la France d'un État palestinien. Quelle remarque avez-vous à faire sur ce sujet, Laurent Simon ? La première remarque, c'est que, encore une fois, j'ai le douloureux sentiment que mon pays, notre pays, n'est plus réellement un acteur clé de la résolution ou de la tentative de résolution du conflit israélo-palestinien. Parce que là encore, on a multiplié les postures, on a multiplié les changements de pied, et que du coup on perd de la crédibilité vis-à-vis de nos interlocuteurs, tant du côté israélien, qui, je le rappelle, incessamment sont nos alliés depuis la création de l'État d'Israël, et vis-à-vis des autorités palestiniennes, dans le dialogue que nous avions avec les Palestiniens, d'essayer de faire émerger une autorité politique palestinienne qui soit totalement libérée de l'influence du Hamas. Je suis pas certain qu'on soit encore à ce stade-là. C'est même pas 18% de la volonté des Palestiniens. Ce que je constate, c'est que la libération des otages israéliens, qui malheureusement a pris plus de 2 ans, mais qui a fini par arriver, elle a été obtenue avec plutôt le soutien du Qatar et des États-Unis. On n'est pas dans le match. On n'est pas dans le match. Et on n'est pas dans beaucoup de matchs sur la scène internationale aujourd'hui. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que la France a cette position singulière dans le concert des nations, un peu à l'écart des ultra-puissances que peuvent être les États-Unis, la Russie, la Chine. Et l'une de ses forces, c'était justement de pouvoir dialoguer avec l'ensemble des parties pour essayer de faire avancer la cause de la paix, qui doit être la seule qui nous rassemble. Là, l'annonce de la reconnaissance de l'État palestinien par le président Macron au début de l'été pour l'annoncer à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, je l'ai plus vécu comme entre guillemets, comme un coup politique destiné à la scène politique intérieure que comme quelque chose qui était destiné à faire bouger les lignes sur le plan international. D'ailleurs, ça fera rien bouger. C'est un peu ce qu'on constate aujourd'hui. C'est pas ça qui a fait libérer les otages. En attendant, il y a une montée d'antisémitisme et d'insécurité. Dramatique. Vous avez une belle communauté juive à Plan-de-Cuques et qui est bien d'ailleurs à Plan-de-Cuques. Est-ce que c'est aussi ce qui vous remonte quand vous échangez avec cette communauté ? Absolument. Moi, j'ai comme tous les ans, depuis que j'ai l'honneur d'être le maire de Plan-de-Cuques,
je réponds à l'invitation de la synagogue de Plan-de-Cuc pour Rosh Hashanah, et je le dis, alors évidemment les auditeurs de Radio JM le savent, mais ceux qui ne le sauraient pas, dans les synagogues, on lit la prière à la République. Et moi, ça c'est quelque chose à laquelle je suis particulièrement sensible, et donc cette année encore, comme malheureusement depuis 5 ans, je dénonce vis-à-vis de mes concitoyens juifs la montée de l'antisémitisme, parfois même la négation de l'antisémitisme. C'est-à-dire que c'est un terme qui aujourd'hui c'est presque banalisé, sous couvert d'antisionisme, de lutte contre le gouvernement Netanyahou, etc. On a laissé infuser dans le débat public, dans le débat médiatique, des termes qui en avaient disparu depuis des décennies, et qui nourrissent les faits que vous évoquez, d'agression, d'insultes, voire de crimes contre nos compatriotes juifs. Et la communauté juive, historiquement, elle s'est inscrite dans la République depuis toujours. Bien sûr, absolument. Et il ne faudrait pas prendre le risque de la perdre. Voilà. Il faut que la communauté juive, elle reste dans la République, et il faut que la République, elle soit à côté de la communauté juive. Et moi, mon humble niveau de maire d'une petite ville, c'est inlassablement ce que je répète à mes concitoyens juifs. Je le montre. J'ai participé à tous les rassemblements de la communauté à leur côté pour dénoncer les actes antisémites. Heureux comme un juif à Plan-de-Cuc. Ben, je le souhaite parce qu'elle est pleinement engagée dans la vie communale. Donc on fête Rosh Hashanah, on fête aussi chaque début d'année Tou Bishvat, la fête le Nouvel An des arbres. Absolument. Et donc chaque année on plante des arbres dans notre parc du Bocage pour fêter le renouveau. Et on le fait comme un symbole de rassemblement et de paix. Un maire, quelle que soit son étiquette politique, il est le maire de tous ses habitants. Il doit être le maire de tous ses habitants. C'est bien, comme ça on va passer directement aux élections municipales qui sont vraiment la prochaine étape. Le prochain rendez-vous politique sur notre territoire. Donc à Marseille, Martine Vassal a donc déclaré sa candidature, et donc depuis quelques jours, on sait qu'elle est soutenue et par Horizon et par le Parti Renaissance. Et par LR. À LR, évidemment. Mais je veux dire, on va dire que les partis du gouvernement la soutiennent et ont déclaré leur soutien. C'est une bonne chose, selon vous, Laurent Simon? Quel est ce soutien-là de ces partis qui sont plus au centre que la marche normale des LR? Je pense que c'était absolument indispensable. C'est une condition nécessaire, pas forcément suffisante, mais nécessaire pour entrevoir la victoire au municipal et pour réparer les blessures de 2020. Où elle était partie, les LR seuls, en fait. La droite républicaine et le centre s'étaient présentés divisés à l'époque. Il y avait trois candidats différents, et on a vu ce que ça a donné. Donc ce travail de rassemblement qu'elle a mené, avec d'autres personnalités locales, hein, évidemment le président Muselier, mais aussi Bruno Gilles, et puis toute cette nouvelle génération de jeunes là, qui émerge et qui est enthousiasmante autour de Romain Cimarano, de Sandra Blanchard. Je pense que cette alliance entre l'expérience et la jeunesse, sur les valeurs socles qui sont celles de la droite républicaine et du centre, maintenant j'ai 50 ans, donc je peux parler comme un vieux, ça rappelle un peu les grandes heures de ce qu'était l'UMP. Pour nos jeunes auditeurs, l'UMP, il y avait dans le même parti, vous alliez de Charles Pasqua, qui était souverainiste, plutôt anti-Maastricht, etc., plutôt anti-européen, jusqu'à des personnalités comme Pierre Méhaignerie ou Jean-Claude Gaudin, parce que nous sommes de Marseille. Oui, mais ce sont des partis, ce sont les partis qui soutiennent le président de la République, que vous-même, vous condamnez souvent sur pas mal de sujets. Absolument. Donc le soutien peut se faire quand même avec ce centre au sens le plus large, on va dire. Oui, voilà. Parce que il peut se faire d'abord parce que la politique c'est quand même une affaire de femmes et d'hommes, d'incarnation. Localement et nationalement, c'est très différent, bien sûr. Donc ici il y a un constat partagé et une volonté commune d'avancer. Donc à ce moment-là, à partir du moment où on se rassemble autour d'un programme. Bien sûr. Peu importe les différences, moi-même, vous l'avez souligné en introduction, j'ai jamais quitté ma famille politique, même si depuis quelques années j'ai pris quelques distances, parce que je suis pas forcément à l'aise. Pour rassembler aussi. Oui, et puis même je suis pas forcément à l'aise avec les présidents successifs de ma famille politique qui je trouve la rétrécissent plus qu'ils ne l'élargissent. Mais
la liste que j'ai conduite en 2020, elle rassemblait des femmes et des hommes qui avaient envie de s'engager pour Plan de Cuc. Et c'est toujours le cas 6 ans après. Et c'est ça qui compte. Quand il faut refaire une école, c'est pas de gauche, c'est pas de droite. Il faut refaire une école. La sécurité, c'est pas de gauche, c'est pas de droite. Politique locale, évidemment. Et ça, il faut rappeler vraiment l'importance pour ces élections municipales. Vous dites d'un homme et d'une femme, c'est autour d'un homme et d'une femme qu'on se regroupe. Évidemment, je voudrais qu'on parle un peu de Plan de Cuc. Donc, j'avais dit 11 500, mais vous m'avez rectifié 11 700 habitants. Ben, c'est bien. Au moins, la démographie marche à Plan de Cuc. Vous avez réalisé, on peut le constater facilement, nombre de vos promesses de campagne de 2020, comme la création de parcs, donc plus de verdure, des impôts locaux qui sont restés stables, ces fameuses navettes électriques pour permettre aux seniors qui sont éloignés de votre cœur villageois où tout se passe en fait à Plan de Cuc, de pouvoir participer à la vie de Plan de Cuc. Donc tout marche plutôt bien. S'il y avait un nouveau mandat, Laurent Simon, si vous deviez vous représenter aux élections de mars 2026, ce serait avec quel projet cette fois pour Plan de Cuc? Il reste beaucoup de travail. Nous sommes à la tâche, à 200% concentrés pour achever ce mandat dans le respect des engagements que nous avions pris devant les plans de Cucoise et les plans de Cucois. Vous l'avez souligné, je pense qu'on va terminer le mandat avec plus de 90% de nos engagements qui auront été réalisés et l'intégralité des principaux aménagements. On a créé un 3e parc public, on a créé un canipark, on aménage, on termine les aménagements de notre grand parc du Bocage, on a refait un stade de foot, on a fait l'extension et la mise aux normes de notre gymnase qui accueille notre équipe de hand féminin qui est en première division, qui est actuellement 4e du championnat de France. Il y aurait beaucoup à faire pour un autre mandat. On a doublé les effectifs de police municipale, on est passé de 10 caméras de vidéoprotection à 117 à l'heure où nous parlons. Bref, on a rendu et on rendra une copie sans tâche avec l'ensemble de ma majorité qui est restée soudée autour des engagements que nous avions pris. Mais et bien évidemment qu'il reste des choses à faire. Et la première des choses à faire, c'est de maintenir ce cadre de vie privilégié qu'est le nôtre. On a vraiment le privilège d'habiter dans une commune qui fait tout à fait 12 000 habitants, mais qui a su conserver son esprit de village. Nous sommes limitrophes de Marseille. Nord-Est. Nord-Est, absolument. Ce qui permet à notre population, qui se compose de plus en plus de jeunes familles, donc de jeunes actifs, qui évidemment pour 90% d'entre eux travaillent sur Marseille, donc de pouvoir bénéficier de l'accès à la grande ville. Et puis avec quand une qualité de reviennent, vie exactement, la qualité de vie de leurs enfants dans nos écoles, la qualité de vie de leurs grands-parents. Donc vous voudriez, si vous postuliez un 2e mandat... Je crois qu'on n'aura pas de réponse. Non, mais avec quel projet? Quel est le projet phare auquel vous pensez si vous avez encore 5 ans devant vous? Je vais vous dire 2 choses. La première, c'est que la primeur de la décision, évidemment, elle sera au plan de Cucoise et au plan de Cucois. Et la seconde, c'est qu'en 2020, nous avions mené avec mon équipe une consultation des plans de Cucois pour bâtir un programme qui répondait à leurs attentes. Bien sûr. Et force est de constater qu'on avait tapé juste puisqu'on a été élu avec 52% des voix. Et depuis 6 ans, on s'est attaché à maintenir ce lien avec les citoyens pour rester en prise avec les attentes de notre territoire. Il y a des choses qu'on a initiées, qu'on a réalisées, qu'on a lancées, qui n'étaient pas dans notre programme de 2020, mais parce qu'on a senti sur le terrain. Je donne un exemple qui date d'hier, qui est tout récent. Hier, nous avons attribué le marché de construction d'un skatepark pour nos jeunes. Voilà, c'était pas dans nos engagements de 2020, mais l'opportunité s'est présentée. Avec les plans de Cucois, un programme Toujours. On peut plus faire de la politique comme on le faisait dans le passé, se présenter aux électeurs au moment des élections, être élu, plus parler à personne pendant 6 ans, dérouler, et ensuite revenir en disant en fait c'est bon, ça vous a plu, on recommence. Voilà, ça ne marche plus comme ça. On est à l'ère de l'instantanéité, on est connectés en permanence tous les uns et les autres, quels que soient nos âges. Donc on peut pas être sourd aux attentes Il faut rester en permanence en prise tout au long du mandat, et ça a vraiment été un axe fort de notre politique, de rester à l'écoute, de réajuster, encore une fois, d'expliquer telle ou telle mesure, de manière à pouvoir être en phase avec les attentes de En tout cas, si vous y allez, vous savez, hein, c'est toujours la prime au maire sortant, hein, donc on a quand même toujours plus de chance, et je pense qu'en janvier, on devra en savoir un peu plus.
Le temps du débat démocratique va venir, il approche, on est à 4 mois des élections, quasiment jour pour jour, voilà, on a encore un peu de travail, On a encore mais un peu de temps. ne vous inquiétez pas, le temps du On le débat saura. démocratique viendra. Très bien, en tout cas, merci beaucoup Laurent Simon d'être Merci venu nous beaucoup, parler Elsa de Charlotte. vos délégations et parler de ce joli territoire de Plan-de-Cuc. Avec plaisir. Merci Elsa, merci Laurent Simon. Votre interview est à retrouver à 13h sur notre invité politique de la semaine et en replay bien sûr sur nos réseaux sociaux et site internet Radio JM. Tout de suite le flash d'information locale. Vous écoutez la grande matinale Radio JM en direct tous les lundis sur le 90.5. Nous sommes de retour dans la grande matinale de Radio JM avec notre invité ce matin, Sacha Hendricks. Bonjour. Bonjour Laura. Vous êtes président de la communauté Aniveata, créée au lendemain du 7 octobre. Vous êtes constitué de juifs et juives de gauche, comme vous dites. Pourquoi finalement avoir voulu créer cette communauté qui rassemble aujourd'hui près de 70 personnes à Marseille? Oui, je dirais même plus que ça. On est autour de 120 personnes. Et, formidable, ça a augmenté depuis alors. Et oui, et puis avec les familles, on touche plutôt 150 personnes, donc c'est assez énorme. Pourquoi juifs de gauche après le 7 octobre? Je pense qu'on avait besoin de se retrouver à la suite de ce moment traumatique pour tous les juifs du monde en fait. Et on avait envie de se retrouver autour de valeurs, ne pas perdre nos valeurs à travers des moments qui sont si douloureux. Et c'était important aussi de ne pas abandonner nos valeurs de gauche quand on a vu certaines réactions, notamment au sein de la France Insoumise, pour ne pas les citer. On avait besoin de retrouver, de ne pas abandonner nos idéaux de gauche et garder aussi notre identité juive. Et du coup, ça a été à la base un petit dîner, puis aujourd'hui on est une grande communauté. Il y avait un manque à Marseille clairement d'une communauté ouverte aussi pour les queers, les homosexuels, les personnes juives mais non pratiquantes qui revendiquent malgré tout une identité juive. Ça n'existait pas vraiment avant le 7 octobre. Eh ben, j'ai cherché, je pense que énormément de personnes de la communauté ont quand même essayé d'aller trouver une réponse dans les mouvements libéraux, et certains l'ont eu, d'autres pas. Je pense aussi que c'était important de se retrouver autour de la culture et pas de la spiritualité, enfin en tout cas pas uniquement de la spiritualité, pas abandonner notre culture. Et oui, je pense que vraiment dans l'identité LGBT, c'était un peu une fracture, c'était soit on était LGBT, soit on était juif, et là on avait envie de réunir un peu tout ça et s'amuser tous ensemble. Vous allez bientôt célébrer les 2 ans de votre communauté. Comment avez-vous traversé ces 2 années remplies, malgré nous, d'actes antisémites, de discours de haine, d'une gauche pas forcément toujours présente, d'une droite qui s'extrémise de plus en plus, notamment envers d'autres communautés? Quel a été votre sentiment ces 2 dernières années? Est-ce que déjà il a évolué? Et quel est votre constat? Je pense qu'au départ, on avait besoin de se retrouver entre personnes juives, une espèce de non-mixité entre personnes juives pour pleurer le 7 octobre, et puis aussi être en colère face à certaines réactions de certains partis politiques de gauche. Ensuite, passé la sidération, on avait envie de s'ouvrir vers l'autre, et Aniveata, le choix de notre nom, dès le départ, c'était le mois juif, et puis l'autre, c'était les autres communautés marseillaises. C'était hyper important pour nous de pas rester centrés sur nous-mêmes, centrés sur notre douleur, et aller comprendre celle des autres, et puis aussi sortir un peu du 7 octobre et commencer à réfléchir à comment nous ici à Marseille on vit notre judaïsme, et comment on peut le développer, comment on peut le rendre joyeux et en fait vivre une vie diasporique heureuse. Et voilà, ça a été une grande aventure. Je pense que on est passé de la tristesse à aujourd'hui énormément de joie. Je crois que aujourd'hui on s'amuse beaucoup. On récupère encore des personnes assez isolées post-7 octobre, vraiment encore. Aujourd'hui, des gens qui nous écrivent, qui disent « Je me suis senti tellement seul, aujourd'hui j'ai l'impression de retrouver un groupe, une communauté à laquelle je peux m'identifier. » Et nous, on les accueille avec plaisir. Et à chaque fois, c'est la fête, quoi. Concrètement, qu'est-ce que vous faites au sein de votre communauté? Est-ce que vous créez des dîners? Est-ce que vous créez des rassemblements, des moments de dialogue aussi? Parce que c'est aussi ça qui manque depuis le 7 octobre. Je pense qu'il y a beaucoup de juifs qui sont enfermés dans leur peine, dans leur tristesse, dans ce qu'ils peuvent voir et qui les attriste au quotidien, et qui n'ont pas d'espace sécurisé dans lesquels ils peuvent s'exprimer librement.
Ben oui, en fait, nous, le parti pris, c'était de se réunir autour d'une grande table, celle du Shabbat, célèbre pour sa nappe blanche, ses chalotes et ses bougies. Et en fait, ça, c'était très traditionnaliste d'une certaine manière. Mais on s'est tous regroupés autour de cette table. C'était l'objectif d'échanger. Et en fait, on a gardé cette identité. Donc aujourd'hui, on organise, on va dire, un Shabbat tous les 2 mois. On s'organise, c'est très, c'est très crafty, un peu, on dirait en anglais, mais on n'est pas hyper bien organisé, hein, mais on est, le prochain Shabbat, on est 80 personnes. Donc, c'est un joyeux bordel. C'est un joyeux bordel, exactement. Mais on se retrouve autour d'une table de Shabbat. Ensuite, on évolue en fonction de la communauté. On a un apport culturel qui était très important, donc on va se lancer aussi dans les projections de documentaires. On fait également les fêtes. Hein. On se retrouve pour Rosh Hashanah, on se retrouve pour pas mal de fêtes. L'objectif, en fait, on se reconnecte petit à petit à une partie de notre judaïsme, sans oublier l'esprit un peu révolutionnaire socialiste qui est en nous. Alors aujourd'hui, le RN, le Rassemblement National, se positionne en sauveur du peuple juif. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça ? C'est une vaste question. Moi, de toute façon, je n'y crois pas, tout simplement. Enfin, pour moi, c'est juste une vaste blague. Après, ils pointent du doigt des choses très pertinentes. Je crois que quand Marine Le Pen, peu après le 7 octobre, demande à Emmanuel Macron pourquoi, quand 40 de nos compatriotes français, une quarantaine de nos compatriotes français sont morts le 7 octobre, pourquoi il n'y a pas de minute de silence. En fait, elle a été très forte pour pointer des manquements de la part d'une partie de la société, un trauma qui résonne énormément dans notre communauté, surtout depuis Ilan Halimi, où en fait on s'est senti bien seul dans nos douleurs, Ozar Torah bien seul dans nos douleurs, Hyper Cacher un petit peu plus réunis, mais parce qu'il y avait... Parce que c'était groupé avec d'autres attentats. Donc je pense qu'ils ont su capter cet isolement. Moi, je refuse en fait de voir uniquement ma peine et à travers ma peine cautionner l'islamophobie de ces partis-là, parce que je refuse de diviser les communautés. Je crois qu'au contraire, plus que jamais, on a besoin de se retrouver autour de table du Shabbat, pourquoi pas, et de vivre des moments de joie, des moments d'union, des moments d'union républicaine en fait. Est-ce que vous avez vocation justement avec votre communauté à Niveata d'aller inviter d'autres communautés, pourquoi pas musulmanes, catholiques, athées aussi, à se mélanger à cette tradition juive? Après 2 ans, je pense qu'on s'est assez bien structuré. En tout cas, on a une très bonne énergie, une très bonne dynamique. Donc là, on commence à aller vers les autres. Je pense, on a déjà rencontré des communautés protestantes. Je pense aux Guerres de la Paix que nous invitons pour nos 2 ans, parce que c'est un honneur de les accompagner dans leur lutte et puis également de leur rendre hommage aux 2 ans d'Aniveata. Je crois que oui, je crois qu'on a envie, on sait pas trop par où commencer parce qu'on n'est pas vraiment accompagné. En fait, c'est des copains qui se sont retrouvés autour d'une table, des copains qui ont appelé d'autres copains, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. Aujourd'hui, on a une communauté où ça va de quelques mois à 70 ans, donc on a une grande diversité. On cherche encore un peu notre place et voilà. Moi, j'aimerais qu'on revienne à Marseille parce que ici, plus qu'ailleurs, on est une ville ouverte sur la Méditerranée, je veux dire, c'est quand même assez hallucinant de savoir que dans cette ville est regroupée la 2e communauté juive d'Europe et qu'un tiers de la ville est musulmane. C'est un contraste saisissant, j'ai envie de dire, et en même temps, c'est une formidable occasion pour votre communauté de se dire que le dialogue est encore possible, même 2 ans après d'événements atroces comme le 7 octobre, mais aussi tout ce qui a suivi la guerre à Gaza. Comment vous pensez que vous arriverez à établir ce dialogue avec les autres communautés, malgré les souffrances, parce qu'elles sont là, les souffrances de la part de toutes les communautés finalement? Je crois qu'il va falloir un peu sortir de la torpeur du 7 octobre et qu'il va falloir aussi se construire en tant que communauté juive marseillaise, française, et ne pas oublier où nous vivons, avec qui nous vivons, nos liens du quotidien, nos voisins, nos voisines, les commerçants du coin qui sont de toutes origines, de toutes confessions.
et nous vivons main dans la main depuis des décennies et des décennies. Et même si ces derniers temps, on va pas le nier, une vague antisémite s'est emparée de Marseille aussi, je crois que on a le devoir en tant que juifs français et marseillais de lutter pour le vivre ensemble ici. Ça fait partie de nos valeurs, l'égalité, la fraternité. Pour moi, c'est en moi. Je suis un enfant de la République française. J'en suis très heureux aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à redire sur cette République, mais je crois que c'est pas en l'abandonnant qu'on va faire changer les choses. Et on va finir par ces belles paroles. Merci beaucoup Sacha Hendrix d'être venu ce matin nous parler de votre communauté, Aniveata, qui fête ses 2 ans dans quelques jours. Je crois que pour avoir des informations sur votre communauté, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, tout simplement. Oui, sur Instagram, Aniveata13, et vous pouvez nous contacter. C'est en général moi qui vais vous répondre. Bon, formidable. Merci à vous et à très bientôt, Sacha. Merci Laura. Tout de suite, une petite pause musicale avant de retrouver Daniel Krief, organisateur des rencontres du cinéma israélien à Marseille. Vous écoutez la grande matinale Radio JM en direct tous les lundis sur le 90.5. C'est le dernier quart d'heure de notre matinale en direct comme chaque lundi et j'ai le plaisir ce matin de recevoir Daniel Krief. Bonjour. Bonjour Laura. Vous êtes président et organisateur des rencontres autour du cinéma israélien qui auront lieu du 19 au 26 novembre prochain au cinéma Pathé-Madeleine à Marseille et au cinéma L'Éden à La Ciotat. Radio JM est bien sûr partenaire de cette semaine culturelle. D'abord, Daniel, on va rappeler l'importance de cet événement à Marseille pour faire découvrir le cinéma israélien. Cette année, est-ce que comme bon nombre d'acteurs culturels, vous avez eu du mal à trouver un lieu d'accueil pour ces rencontres autour du cinéma israélien? Alors, j'irais de manière traditionnelle, on travaillait avec 2 cinémas, Eden, donc de La Ciotat, et le cinéma Le Prado à Marseille. Oui. L'Eden a continué le partenariat avec nous, sans aucun problème. Côté Prado, il y a eu de nouveaux propriétaires du cinéma Le Prado, qui ont souhaité ne pas renouveler le partenariat qu'on pouvait avoir avec eux. Donc, j'ai pris contact avec Pathé, et ça s'est fait assez rapidement et assez facilement. Donc, oui, cette année, on fait le festival au Pathé-Madeleine à Marseille. Bon, on change un petit peu d'adresse, mais la qualité des films que vous proposez est toujours là. Comme chaque année, quand je vous reçois, Daniel, on a envie de comprendre malgré tout comment vous allez chercher les films qui vont pouvoir intéresser et toucher les Marseillaises et les Marseillais. Alors, le principe, je dirais, c'est que surtout, on n'est pas de principe. Voilà. C'est ça qui est bien. Donc l'objectif, c'est d'avoir une vraie diversité. Donc déjà, diversité dans la structure même du cinéma, puisqu'on a des films de fiction, on a des documentaires et on a une série aussi. On présente 2 épisodes d'une série. Et puis l'objectif, c'est véritablement qu'on n'ait pas une thématique particulière associée, c'est qu'on cherche des films surtout qui ont des choses à raconter, et dans le cinéma israélien, c'est la première des choses, c'est qu'effectivement ils ont des choses à raconter. Il y a beaucoup de diversité. Alors la force de ces rencontres évidemment autour du cinéma israélien, c'est que vous arrivez à faire venir des acteurs, des réalisateurs. Par exemple, lors de la soirée d'ouverture, le film Pink Lady sera proposé en présence de l'actrice principale, Nour Fibak. Je ne sais pas si je dis bien son nom. Parfaitement. C'est bien ça. Pourquoi vous avez choisi ce film pour l'ouverture ? Parce que ce film est plein d'émotions. Je pense qu'il a, il y a des choses qui sont très intéressantes, qui sont purement israéliennes, puisque ça se passe dans un milieu religieux. Oui. Et puis avec des particularités, ça traite aussi un peu d'homosexualité. Donc ce côté assez paradoxal est très intéressant, et je pense que, en tout cas, tous ceux qui viendront aimeront ce film. Évidemment, la présence de ces acteurs, de ces réalisateurs que vous arrivez à faire venir tout au long de cette semaine, c'est un atout majeur pour le public marseillais, j'imagine. Exactement. L'objectif, c'est pas simplement de présenter un film, ce sont des rencontres, c'est pour ça qu'on s'appelle Rencontres autour du cinéma israélien. Donc le principe, c'est de faire venir effectivement acteurs, réalisateurs. On avait fait venir aussi des historiens, des psychanalystes les années précédentes. Là, on fait venir un protagoniste, puisqu'on fait venir Michel Kichka, qui est un auteur de BD internationalement connu, pour un documentaire qui parle de sa vie et de ses souffrances dans sa vie, et qui raconte aussi en même temps l'histoire d'Israël. Donc oui, on fait venir beaucoup de monde, on fait venir 6 personnes, donc pour 6 films distincts, et donc je pense que c'est intéressant effectivement, puisque l'objectif, c'est quand même
que ces personnes puissent communiquer avec le public, donner des informations complémentaires par rapport au film ou par rapport au contexte général. Alors moi, je me suis arrêtée sur un film avec la star de la série Fauda, évidemment, c'est le samedi 22 novembre au Pâté Madeleine. Le film s'appelle Soda, et le résumé donne envie. Expliquez-nous, là aussi, pourquoi vous vous êtes penché sur ce film qui mélange à la fois la mémoire de la Shoah, cet acteur qui est aujourd'hui une vitrine pour Israël, qu'on se le dise. C'était important aussi de proposer ce film. Alors cette année, il y a eu pas mal de films qui parlent finalement de la mémoire de la Shoah. Et effectivement, on a l'habitude de voir Lior Raz dans Fauda. Oui. Donc on a toujours l'impression que c'est l'espion. C'est ça. Mais là, pas du tout. Là, pas du tout, exactement. Ça se passe dans les années 50 et c'est un film qui se passe dans un kibbutz et où il fait la rencontre d'une personne qui est soupçonnée d'avoir un passé pas très glorieux. Donc c'est une histoire intéressante et je pense ça aussi que ça plaira bien. Ouais. Et là aussi, il y a plusieurs diffusions, même, je crois chaque film, à part la série, sont diffusés 2 fois. Deux fois, donc. Si vous n'avez pas la possibilité de vous libérer pour une date, vous savez que vous avez encore un joker. Le dimanche 23 novembre, vous allez projeter le film Kugel en collaboration avec la plateforme EasyStream Israël. Et si les spectateurs achètent une place, ils pourront revoir le film après. Ça, c'est un nouveau partenariat que vous avez. Alors, c'est pas exactement ça. Alors, dites-moi. Google, c'est la série. D'accord. C'est pour ça on va passer les 2 premiers épisodes lors de la soirée avec Sasson Gabay, qui est quand même un acteur extrêmement connu en Israël et qui est, je pense, extrêmement connu en France, qui a joué dans le karaoké, qui a joué dans La visite de la fanfare. Un acteur qui sait faire des comédies et qui sait faire aussi des films dramatiques. Il avait joué dans la série Shtisel, qui est une série assez connue. Il faisait l'oncle Shtisel, et là c'est un préquel, Google. Donc il joue le même rôle, donc l'oncle ultra-orthodoxe, ça se passe à Anvers, et la série est centrée sur lui, et non plus sur la famille Shtisel. Donc oui, l'idée c'est de présenter les 2 épisodes. Ensuite, on a déjà présenté des séries. La problématique souvent, c'est la frustration du public qui dit ouais, ok, on a vu les 2 premiers, mais on veut avoir la suite. 2 premiers épisodes, mais on veut avoir la suite. Et habituellement, les séries qu'on choisit sont pas des séries qui passent sur les plateformes habituelles. Là, il existe une plateforme qui s'appelle Easy, qui propose cette série. Donc la possibilité pour toutes les personnes qui viendront, c'est de pouvoir avoir 1 mois gratuit sans engagement, de manière à pouvoir à minima voir la suite jusqu'à la fin de la saison, et puis plus si affinité. Donc là, c'est aussi des partenariats que vous mettez en place aussi pour rendre attractifs ces rencontres, et pourquoi pas tisser des liens avec des médias, avec des plateformes de diffusion et toucher un public peut-être plus large. Exactement. Si l'année prochaine il y a d'autres séries qui valent le coup et qui peuvent être présentées au festival, on continuera à faire ce type de partenariat. Alors pour la soirée de clôture qui sera la soirée Radio JM, vous avez choisi Cabaret Total de Roy Assaf en présence du réalisateur et de l'acteur principal pour une première projection en France. Pourquoi ce choix? Là aussi, un petit peu d'excentricité et de folie. C'est un film particulier qui a reçu énormément de prix. C'est un film complexe, c'est un film qui parle de la société israélienne et qui, comme d'habitude aussi, chez les Israéliens, il y a quand même aussi pas mal de critiques sur la société israélienne. C'est le premier film de Roy Assaf en tant que réalisateur. Il a le rôle principal. On l'avait déjà vu l'année dernière dans Children of Nobody, qu'on avait présenté au festival. Donc je pense que c'est un film qui est important dans la manière de traiter le sujet sur les positions des fois un peu fortes au niveau de la société israélienne, et je pense que c'est un film qui fera parler. Et qui fera réagir, et en plus vous aurez la possibilité, chers Marseillaises, chers Marseillais, de voir le réalisateur et l'acteur principal qui sera présent. Exactement. Pour cette soirée de clôture qui aura donc lieu le 26 novembre, si mes calculs sont bons. Le 26 novembre, au départ on l'avait prévu au 25, mais on a décalé. Formidable. Il y a d'autres événements le 25 novembre qui font que c'est mieux de le faire le 26. C'est vrai. Dernière question, est-ce que vous avez peur des boycotts, Daniel Krief? On a vu l'Orchestre Philharmonique à Paris, on est malheureusement, on voit que les concerts d'Amir provoquent des appels au boycott de la part de la France Insoumise. Est-ce que vous craignez des réactions hostiles pour vos rencontres autour du cinéma israélien? On est obligatoirement attentif. Donc on a mis en place tout un système de sécurité de manière à ce que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, on n'a pas eu de messages hostiles ou d'éléments d'appel au boycott ou autre.
Maintenant, on sera évidemment attentif, que ce soit à l'Éden de la Ciotat ou que ce soit au Pâté Madeleine. C'est une forme de résistance de maintenir ce festival chaque année à Marseille. Je recevais Michael Dian qui gère le festival de Chaillol et qui organise de nombreux spectacles autour de la musique yiddish, de la culture juive. Il m'expliquait que c'était important aussi de faire rempart à ces boycotts et de dire que la culture est ouverte à tous et que ces rencontres autour du cinéma israélien ne s'adressent pas qu'à des juifs, bien loin de là. C'est important de rester ancré dans la ville. Alors, c'est clair que par rapport à la situation qu'on connaît depuis 2 ans, le plus simple aurait été de baisser les bras. Oui. Voilà. Mais par contre, baisser les bras, ça veut dire accepter une situation de boycott, d'invisibilisation d'Israël, d'antisémitisme ancré. Donc oui, bien sûr, c'est une action de résistance. On veut continuer. On n'est pas là pour faire de la politique. On est là pour présenter de l'art et de la culture. Et l'art et la culture, d'après moi, ça rassemble les gens, ça les divise pas. Je rappelle donc ces rencontres autour du cinéma israélien qui auront lieu du 19 au 26 novembre prochain au cinéma Pâté Madeleine à Marseille et au cinéma L'Éden à La Ciotat. La billetterie, c'est comme chaque année, il faut aller sur Internet, sur votre site directement. C'est ça, exactement, sur le site festival-rci.com où vous pouvez directement acheter les billets au Pâté Madeleine. Ou alors, pour l'Éden de La Ciotat, il y a le site de l'Éden de La Ciotat, je ne connais pas par cœur. Qui vend directement les places. Voilà, et ou sinon on peut aller directement à la billetterie au niveau de l'Éden de La Ciotat. Il faut juste noter pour l'Éden que les horaires qui ont été présentés au niveau du site internet sont décalés d'1 heure. D'accord. Donc il y a une petite erreur. Donc il vaut mieux aller peut-être sur le site des rencontres autour du cinéma israélien pour vérifier les séances. On va mettre à jour, effectivement, mais pour faire simple, la séance qui était prévue le jeudi à 19h30 de Pink Lady est décalée à 20h30 et la séquence qui était prévue à 17h le dimanche pour Cabaret Total est décalée à 18h. Bon, c'est tout simple. Et puis je rappelle qu'il y aura également des plateaux exceptionnels en direct les mercredis 19 et mercredi 26 novembre en direct du cinéma Pâté Madeleine pour interviewer les acteurs de ces rencontres autour du cinéma israélien et des Marseillais aussi qui ont le plaisir de découvrir tous ces films. Merci beaucoup Daniel Krief. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. À très bientôt. C'est la fin de cette grande matinale de Radio JM que j'ai eu le plaisir de présenter aux côtés de Noah à la régie, Elsa, Sacha, Nathan pour les réseaux sociaux et nos nombreux invités. Je vous retrouve demain matin à 8h30 pour le flash d'information locale. Et je vous rappelle évidemment que vous pourrez réécouter notre interview politique du jour, Laurent Simon, à 13h sur le 90.5 et en replay sur notre site internet radiojm.fr. Tout de suite, c'est le flash de RCJ. Passez une très belle journée sur Radio JM. C'était la grande matinale Radio JM, tous les lundis de 10h à midi, en direct sur le 90.5 ou en replay sur radiojm.fr.